Il pensait qu'elle serait une cible facile. Juste une autre femme noire vivant seule. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait des soutiens qui surveillaient chaque mouvement. Le camion de déménagement arriva un mardi matin, tard. Le genre d'heure où la plupart des gens étaient au travail ou occupés à leurs courses. Sauf à Roseville, en Californie, où la retraite anticipée et les bureaux à domicile signifiaient que les gens remarquaient tout, et quelqu'un était déjà en train de regarder de l'autre côté de la rue avant même que le haillon du camion ne touche l'allée. Rachel Carrington, 42 ans, se tenait à côté de son SUV noir, un clipoard à la main, donnant des instructions discrètes aux déménageurs. Grande, avec une posture confiante et un regard calme. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui ne gaspillait pas d'énergie à essayer d'impressionner les gens. Elle portait un jean, des bottes et un t-shirt à manches longues avec une petite tache de son petit déjeuner. Elle s'en fichait. Ce n'était pas un défilé de mode, c'était son prochain chapitre. Elle avait acheté la maison à 2 étages juste un mois auparavant. Toit en tuiles espagnoles, stuc beige, étayé, le genre d'endroit qui disait « j'ai réussi ». Et elle avait réussi, mais pas de la manière dont ses voisins l'imaginaient. La première personne à passer fut un homme grand, en short kaki et en casquette de golf. Il se présenta sous le nom de Douglas Vanel, responsable de l'association des propriétaires, HOA. Sa poignée de main était rapide et froide, et il ne la regarda même pas dans les yeux. « Tu emménages toute seule ?» demanda-t-il, jetant un coup d'œil aux boîtes de caméras de sécurité près de la porte d'entrée. « Non, » répondit Rachel simplement, « pas tout le monde n'est encore là. »« Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, nous veillons à ce que tout reste en ordre ici, » dit Douglas en jetant un regard à l'SUV avant de s'éloigner sans attendre de réponse. Elle le regarda disparaître derrière ses haies. Avant la tombée de la nuit, Rachel avait déballé assez de choses pour considérer la maison comme habitable. Son bureau était installé, les stores installés, la cuisine approvisionnée, aucun panneau, pas de musique, pas de visiteurs bruyants, juste elle, quelques plantes sur le porche et une chaise pliante. Le lendemain matin, quelqu'un glissa une note sous son paillasson. Rappel, toute décoration sur le porche doit respecter les règlements de l'HOA. Drapeaux, objets religieux et messages politiques interdits. Aucun nom, aucune signature, juste cela. Elle rit, elle n'avait même pas de drapeau, juste un soleil en céramique peint à la main que sa nièce avait fait en cours d'art, accroché de travers à côté de la porte. Cet après-midi-là, alors qu'elle ajustait la hauteur de sa boîte aux lettres, car l'HOA l'avait signalée comme non conforme. Elle remarqua une femme en pantalon de yoga promenant son chien lentement devant sa maison. Le chien s'arrêta pour renifler un coin de pelouse, et la femme fixa un peu trop longtemps. « Vous êtes nouvelle ici ?» demanda enfin la femme. « On dirait bien, » répondit Rachel en se redressant. La femme sourit étroitement. « Eh bien, l'HOA est très spécifique, ça doit rester bien propre. »« J'ai lu le règlement, » répondit Rachel. La femme rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour. « Bien, on aime que notre quartier reste comme ça. » Le message était clair. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu deviner, c'est qu'elle n'avait pas seulement lu leur petit livre. Elle avait lu des rapports confidentiels qui pourraient faire transpirer un sénateur. Elle avait navigué à travers des barrières linguistiques, des explosifs et des négociations de repli dans des pays dont elle ne pouvait même pas parler. Une association de quartier ne la dérangerait pas. Pourtant, quelque chose clochait. Elle avait déménagé plusieurs fois, dans de nouvelles villes, de nouveaux quartiers, mais ici, il y avait une sorte de bienvenue performatif, des sourires sans chaleur, des bavardages pleins de surveillance. Alors, elle installa les caméras, non pas parce qu'elle était paranoïaque, mais parce qu'elle était préparée. Une au-dessus de la porte, une à l'entrée latérale, et 2 à des angles dans le jardin d'avant, couvrant les angles morts auxquels la plupart des gens ne penseraient même pas. Le soir, elle se tenait sur son porche avec un verre d'eau, observant les réverbères s'allumer, une brise faisait bouger les feuilles, et une seule voiture passa lentement avant de prendre de la vitesse une fois au-delà de son allée. Elle n'était pas inquiète, mais elle ne se sentait pas non plus tranquille. Elle envoya un message rapide depuis un téléphone jetable à un contact enregistré sous le nom de Plomberie d'Ébès. Installation terminée, activité déjà étrange, première alerte, en attente. Pas de réponse, mais elle n'en avait pas besoin. Pourtant, aussi calme que semblaient les choses, Rachel avait un pressentiment que ça ne resterait pas ainsi longtemps. La 2e semaine, la tension passive commença à prendre de l'ampleur. Cela commença par une plainte de stationnement, un avis imprimé collé sur sa boîte aux lettres.
Le drive doit être libre de tout véhicule de grande taille. Merci d'utiliser votre garage pour le stockage. Son SUV était bien garé, ne bloquait pas le trottoir, ne touchait pas la pelouse du voisin, et il avait parfaitement sa place dans l'allée. Elle arracha le papier et le jeta dans le recyclage. Le lendemain, un homme qu'elle n'avait jamais vu se tenait au bord de son gazon, les bras croisés, la regardant alors qu'elle arrosait ses plantes succulentes devant la fenêtre de sa baie. « Bonjour » l'appela-t-elle. Il ne dit rien, il la fixa simplement, puis partit lentement. Cette nuit-là, une deuxième note apparut, imprimée en grandes lettres. Véhicule non autorisé, surveillance active. L'HOA surveille le trafic de rue. L'ironie la fit rire. Elle scruta à nouveau les alentours, rien d'anormal à part la sensation croissante que quelqu'un, ou plusieurs personnes, avaient un problème avec sa simple présence ici. Quelques jours plus tard, la police arriva. C'était juste après 18 heures, la lumière dorée du soleil couchant traversant le porche. Une voiture de patrouille se gara juste devant sa maison. 2 policiers, polis mais raides, s'approchèrent. « Madame, nous avons reçu un appel concernant une perturbation, » dit l'un d'eux. Des bruits de dispute. Elle cligna des yeux. « Je vis seule. »« Des invités ce soir. »« Non, vous pouvez vérifier. » Ils ne vérifièrent pas, mais prirent quelques notes avant de repartir. 15 minutes plus tard, elle aperçut à nouveau Douglas Vanel. Même short kaki, même démarche. Il ne vint pas à sa porte cette fois, il se contenta de se tenir près de sa boîte aux lettres, en parlant à la femme en pantalon de yoga. Tous deux la regardaient en sa direction. Rachel ouvrit la porte et sortit, faisant bien comprendre qu'elle les voyait. Douglas hocha la tête une fois. « Je voulais juste m'assurer que tout va bien ici. »« Tout va bien, » répondit-elle calmement. « Bien, vous savez, la police peut venir quand les choses ne correspondent pas aux règles. Violation de bruit, mauvaise utilisation de la propriété. »« Je paie les mêmes cotisations que tout le monde, » dit-elle calmement. Il haussa les sourcils, comme si c'était un défi, puis retourna à sa conversation. Plus tard dans la semaine, le ramassage des poubelles sauta chez elle. Tous les autres bacs de la rue avaient été vidés au lever du soleil, sauf le sien, qui resta intact. Elle appela le service des ordures, qui n'avait aucun record de la collecte manquée. « Je sais que ça semble étrange, » dit-elle, « mais quelqu'un aurait-il signalé ma maison comme vacante ?» La femme au téléphone hésita, puis répondit. « En fait, oui, c'est ce qui est noté dans les archives. » Rachel expira lentement. « Je vis ici. Nous allons régler ça. » Elle raccrocha et s'assit de nouveau sur son porche, son téléphone à la main, la lumière de la caméra clignotant silencieusement au-dessus d'elle. Cette même nuit, la porte de son portail arrière fut trouvée entr'ouverte, pas complètement ouverte, mais juste assez pour suggérer que quelqu'un l'avait essayé. Le verrou se ferma toujours lorsqu'elle le testa, mais la chaîne avait une nouvelle éraflure, comme si elle avait été tirée. Cela suffisait pour elle. Elle ouvrit la tablette cryptée qu'elle gardait dans un tiroir verrouillé de son bureau et initia une alerte de bas niveau. Escalade de harcèlement possible, surveillance passive activée. Quelques secondes plus tard, une réponse. Permission accordée. Réassignation de détails active. Karina Bell vivait à 2 portes de chez elle depuis des années. Elle était une employée de poste retraitée qui adorait les bonbons et parlait plus de ses genoux que de politique, ou du moins, c'était ce que tout le monde pensait. Ce que personne ne savait dans le quartier de Bria-Hollowcourt, c'est que Karina avait autrefois travaillé dans la logistique pour la sécurité internationale, une mission discrète à l'anglais, il y a des années. Elle devait un service à Rachel, un gros service. Et ce service venait d'être demandé. Le lendemain matin, Karina frappa à la porte de Rachel avec un panier de muffins et un sourire subtil. « Je me suis dit que tu apprécierais un peu de compagnie, » dit-elle. Rachel accepta les muffins et s'écarta. « Je suppose que tu n'es pas juste venue pour discuter. » Karina s'inclina légèrement. « J'ai déjà détourné 2 drones de ta propriété. L'HOA n'est pas ton seul problème. » Mais avant que Rachel ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, un coup de cloche se fit entendre à la porte, et cette fois ce n'était pas Karina avec des pâtisseries. C'était une voiture argentée avec un phare avant fissuré et des fenêtres teintées, qui n'aurait pas dû être aussi foncée, qui se gara juste devant chez elle à 16h42. 2 hommes en pantalon kaki et chemise polo en sortaient, des badges laminés accrochés à leur ceinture. Des badges qui semblaient venir d'une imprimante de sous-sol.
L'un d'eux portait un clipoar, l'autre un téléphone, prétendant prendre des photos de son jardin. Rachel avait déjà vu ce genre de scène, mais pas en banlieue. Elle l'avait vu à La Havane, à Berlin, à Port-au-Prince. Le faux officiel, le chuffle d'intimidation. L'autorité autoproclamée qui s'effondre sous la pression. Elle ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Karina était encore là, assise tranquillement sur le canapé du salon, sirotant son thé comme si c'était juste un autre mercredi. « Vous devez être Madame Carrington », dit le premier homme avec tout son sucre et sa condescendance. « Nous sommes de l'Ashoa de Bria Hollow, et nous avons quelques points à discuter avec vous. » Rachel se pencha contre le cadre de la porte. « Vos badges ne sont pas scannables, vous n'êtes pas dans l'annuaire, et l'Ashoa n'effectue pas de visite en personne sans un préavis de 72 heures. » L'homme cligna des yeux, surpris qu'elle ne sursaute pas. « Madame, » dit-il en changeant de ton. Votre Porsche a des objets non autorisés et nous avons reçu plusieurs plaintes au sujet de visites fréquentes. Est-ce illégal? Demanda-t-elle sans bouger. Le deuxième homme s'avança. Nous avons besoin que vous sortiez, nous aimerions vous montrer les infractions. Non merci. Le sourire du premier homme s'effaça. Nous essayons juste de vous aider à éviter des amendes, cela pourrait s'aggraver. Je n'en doute pas. Ils échangèrent un regard, puis agirent vite. L'un d'eux essaya de lui attraper le bras, l'autre tendit la main. Karina était déjà debout avant que la porte de l'écran ne soit frappée. Elle se recula rapidement. « Qui êtes-vous » l'un des hommes grogna. « Renfort » répondit Karina. L'homme tira la porte, mais Rachel ne bougea pas. Elle ne cria pas, elle ne se battit pas. Elle pivota légèrement et frappa durement le poignet, la main repliée et le coude plié, un mouvement de retrait typique de ses jours d'entraînement. L'homme jura, trébuchant en arrière. « Ce n'était pas prévu, » dit Rachel calmement. Le deuxième homme se remit plus vite. Il fonça à nouveau, mais cette fois, le bruit des pneus écrasant du gravier fit stopper les trois. Deux SUV sombres tournèrent dans la rue. Pas de sirène, pas de lumière, pas de marquage, juste une présence calme et assurée. Les hommes se retournèrent, tentant de calculer la situation. « Vous pouvez courir, » dit Rachel, « mais ça sera pire. » Les hommes ne bougèrent pas. L'un d'eux respirait bruyamment, l'autre essayait de rester implacable. En quelques secondes, les deux SUV s'arrêtèrent. 4 individus en sortirent, 2 de chaque véhicule, vêtus en civil, lunettes de soleil, sans armes visibles. Ils avancèrent en unité, rapidement et efficacement. L'homme avec le téléphone tenta de fuir. Il n'eut pas le temps de faire 6 pas avant de se retrouver au sol, bras tordus derrière son dos, son téléphone glissant sur le pavé. Celui avec le carnet ne tenta même pas de s'enfuir. Il s'assit sur la marche du Porsche, comme si quelqu'un avait coupé l'alimentation de son arrogance. Un des agents, un homme maigre avec des cheveux poivrés, regarda Rachel. « Miss Carrington, vous allez bien ?» Elle hocha la tête, peu de contact, aucune blessure. La caméra a tout capté. « Bien. » Il se tourna vers Karina. « Merci pour le signalement. Extraction propre. » Karina haussa les épaules. C'était le bon moment. En moins de 10 minutes, les 2 faux en force étaient maîtrisés, identifiés et assis sur le trottoir comme des enfants réprimandés. Les voisins commençaient à jeter des coups d'œil par les rideaux. Quelques-uns ouvraient des portes de garage et restaient dans l'ombre, faisant semblant de nettoyer. Personne ne s'avança, même pas Douglas Varnell, le plus grand des 2 hommes désormais menottés. Finalement, ce fut Douglas Varnell qui parla. On essayait juste de s'assurer que le quartier reste sûr. « De quoi exactement ?» demanda Rachel. Il ne répondit pas, mais la façon dont ses yeux se dirigeaient vers la maison de Douglas trahit la suite des événements. Le regard furtif du grand homme vers la maison de Douglas n'échappa à personne, pas à Rachel, pas aux agents, et même pas à Karina qui se tenait maintenant silencieuse sur les marches du Porsche, les bras croisés, les yeux rivés sur la rue comme si elle observait un échiquier en train de s'allumer. Une des agents en civil, une femme dans la trentaine, avec un accent du New Jersey, capta l'échange. Elle fit un signe de tête à son partenaire et se dirigea vers la porte d'entrée de Douglas. Il ne répondit pas à son coup de sonnette. En quelques minutes, l'agent fit appel à une équipe secondaire. Pas de sirène, juste des véhicules non marqués, comme précédemment. Efficacité froide et silencieuse. D'ici peu, quelques voisins étaient sortis, traînant près des boîtes aux lettres,
chuchotant entre eux. Aucun d'eux ne s'approcha de la maison. Rachel resta assise sur son porche, calme, observant la scène se dérouler. Il testait les limites, murmura Rachel. Exactement, approuva Braddock. Et si vous aviez riposté trop fort, il vous aurait désigné comme le problème. Rachel serra la mâchoire. C'est un schéma classique. Ils provoquent la cible jusqu'à ce qu'elle réagisse, puis ils intensifient, créent assez de preuves pour vous faire passer pour instable. Karina siffla doucement. Ils se sont attaqués à la mauvaise personne, cette fois. Braddock esquissa un sourire. C'est ce que nous entendons dire. Mais ce n'était plus seulement personnel. Ça ne l'avait jamais été. Ce à quoi Rachel s'était confrontée n'était pas une simple querelle de voisinage. C'était un système bien rodé qui comptait sur la complaisance et la discrétion des victimes. Sur le chemin du retour, Karina brisa le silence. « Tu penses que ça va tenir cette fois? Qu'ils vont être poursuivis, exposés ?» Rachel réfléchit un instant. « Ils enterreront une partie de l'affaire. Ils vont protéger l'image des propriétaires, gommer certains détails. Mais... » Rachel observa les lumières de la ville défiler à travers la vitre. Mais quelqu'un regarde, maintenant. Ce n'est plus invisible. De retour chez elle ce soir-là, elle fouilla dans une vieille boîte au fond de son placard et en sortit un album photo poussiéreux qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Des instantanés de missions passées, des visages floutés, des coupures de journaux étrangers. Mais entre ces pages, elle retrouva une photo usée de sa mère, debout devant leur maison à Paterson, New Jersey. Elle se souvenait d'un voisin corrompu qui avait tenté de les expulser avec une plainte de zonage truqué. Elle se souvenait. Sa mère avait riposté. Discrètement. Inlassablement. Et elle avait gagné. Ce feu ne s'était jamais éteint. Au crépuscule, Rachel retourna sur son porche. Cette fois, elle n'était pas seule. Des voisins, ceux qui l'avaient évité jusqu'à maintenant, étaient dehors, promenant leurs chiens, arrosant leurs plantes, feignant de ne pas jeter des regards en sa direction. De l'autre côté de la rue, un homme lui fit un petit signe de la main. Elle ne répondit pas. Pas encore. Elle croisa les bras, s'adossa à la rambarde et observa ce cul-de-sac qu'elle voyait désormais pour ce qu'il était. Pas un refuge. Un reflet. C'est moi qui ai appelé les flics sur moi, 2 fois, dit Rachel à voix basse. Karina ne demanda pas comment elle le savait. Cet après-midi-là, un véhicule fédéral revint, cette fois avec des documents officiels, des assignations à comparaître. L'enquête s'était élargie. Les finances de Douglas Vell révélaient un réseau de paiement versé à des agents privés d'application des règlements de quartier, opérant sous le nom de Civic Harmony Consultant LLC. Il ne se contentait pas de falsifier des accréditations de l'association de quartier, HOA, il faisait partie d'un système vaguement organisé visant à intimider. Ce n'était pas nouveau, ce n'était même pas bien caché. Cela n'avait tout simplement jamais été contesté, jusqu'à maintenant. Et maintenant qu'un véritable dossier fédéral y était attaché, cela était pris au sérieux. Un représentant du véritable conseil de l'HOA passa plus tard dans la journée, visiblement secoué. C'était une femme douce et réservée, nommée Marisol Dupré, qui serrait un carnet et s'excusait toutes les 3 phrases. « Nous ne savions pas, mademoiselle Carrington. Douglas s'occupait de toutes les questions d'application des règles. Nous n'avons jamais approuvé de visite en personne. Il m'a dit que vous l'aviez fait, dit Raël. » Marisol baissa les yeux. « Je suis vraiment désolé. »« Ne soyez pas désolé. Soyez transparente, » répliqua Rachel. « Faites savoir aux gens ce qui s'est passé. Nous le ferons. » Avant de partir, Marisol s'arrêta en bas des marches du porche. « Si ça peut compter pour quelque chose, nous sommes reconnaissants que vous n'ayez pas riposté, que vous soyez resté calme. »« Je ne suis pas resté calme, » répondit Rachel. « Je suis resté préparé. » L'affaire se propagea bien au-delà du lotissement. Ce week-end-là, un van d'information locale se présenta. Le journaliste ne s'approcha pas, il se contenta de filmer discrètement à distance jusqu'à ce que les agents fédéraux lui demandent de partir. Mais l'histoire circulait déjà en ligne. Une caméra Ring appartenant à un voisin avait capté une partie de la confrontation, le faux badge de la Shoah, les cris, l'interpellation. Une fois la vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'indignation éclata. Non seulement à cause de ce qui était arrivé à Raël, mais surtout parce que cela rappelait quelque chose de familier à beaucoup de gens.
Les commentaires affluaient de tout le pays. Ça s'est passé pareil pour mon père à Austin. Même histoire à Phoenix, sauf que la police soutenait les gens de la Shoah. Ils utilisent les règlements comme des armes. Les rues calmes de Roseville devinrent un sujet de discussion, non plus pour leurs pelouses impeccables ou leurs écoles bien notées, mais pour ce qui se passe quand un pouvoir privé pense pouvoir agir en toute impunité. Ce soir-là, Karina apporta 2 verres de vin. Le soleil s'était couché, la lumière du porche bourdonnait doucement au-dessus d'elle. « Tu penses à partir » demanda-t-elle. « Non, » répondit Rachel. « Pas encore. » Karina hocha la tête. « Tant mieux. Parce que maintenant, c'est différent. Ils savent que quelqu'un surveille en retour. » Mais le vrai changement n'était pas dans le quartier. Il était en Raël, qui voyait désormais avec une clarté absolue comment le silence leur laissait toute la place pour agir, et comment une seule réponse, bien placée, pouvait refermer cette porte pour de bon. 2 jours plus tard, une réunion discrète eut lieu dans un bâtiment anonyme près du complexe municipal de Sacramento. Pas de presse, pas de gros titres. Juste une table, 4 chaises, et 3 personnes qui savaient comment le monde fonctionnait réellement. Rachel était assise à une extrémité, vêtue de noir, un dossier manille devant elle. En face d'elle, l'agent Colin Braddock, enquêteur principal chargé de l'enquête fédérale désormais ouverte sur Civic Harmony Consultant. À sa gauche, un représentant de la cybersécurité du DHS, impassible. Karina était assise à droite de Raël, calme comme toujours. « Ce à quoi vous avez affaire, » commença Braddock, « dépasse cet Shoah ou même ce quartier. Le groupe que vous avez signalé opère en cluster dans plusieurs États de l'Ouest. » Rachel hocha la tête. Il mise sur la lenteur de la justice. Association de quartier, résidence pour retraités, lotissement fermé. Braddock tapa sur sa tablette. Ils construisent une fausse autorité, instrumentalisent les règlements, ciblent tous ceux qui ne correspondent pas. D'habitude, des gens avec des plaques d'immatriculation d'un autre État, des gens qui ont l'air différents, qui parlent différemment, surtout s'ils emménagent discrètement. Ils faisaient plus que simuler une autorité, intervint Karina. Ils collectaient des informations. Le représentant du DHS leva les yeux. Votre maison avait des balises thermiques passives. Ce n'est pas de la technologie d'Ashoa. C'est du matériel militaire de surplus. Braddock se pencha en avant. Voici la partie qui ne va pas vous plaire. Il y a une communication signalée, datant de 6 mois. L'un de nos canaux secondaires l'a interceptée, mais elle n'a pas été priorisée. Il fit glisser un document sur la table, un email chiffré imprimé. Objet, nouvelle résidente, confirmer les antécédents, lien CIA. Rachel lut en silence. Quelqu'un enquêtait sur moi avant même que je signe l'achat de la maison. On le pense, répondit Braddock. Ils ne savaient pas exactement qui vous étiez, mais ils en savaient assez pour être nerveux. C'est pourquoi le harcèlement a commencé si vite. Et si j'avais réagi trop violemment ? Demanda-t-elle. Il vous aurait désigné comme le problème. Karina prit la parole. Cette fois, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Braddock esquissa un sourire. C'est ce qu'on entend dire. Ce n'était plus seulement personnel. Ça ne l'avait jamais été. Ce que Rachel avait affronté n'était pas un simple conflit de voisinage, mais un système qui comptait sur la soumission silencieuse. Sur le chemin du retour, Karina brisa le silence. « Tu crois que ça va vraiment changer cette fois ? Ils vont enterrer certains détails, protéger les propriétaires, mais quelqu'un regarde maintenant. Ce n'est plus invisible. » Plus tard, chez elle, Rachel sortit un vieil album photo. Parmi des coupures de journaux et des clichés d'anciennes missions, une photo usée montrait sa mère, debout devant leur maison à Patterson, New Jersey. À l'époque, un voisin malhonnête avait tenté de les expulser pour un soi-disant problème de zonage. Elle s'était battue, silencieusement, obstinément, et elle avait gagné. Ce feu vivait encore. Un dimanche, une annonce communautaire circula. Réunion pour rétablir la confiance et la transparence dans l'application des règlements de quartier. Le nom de Douglas Vell avait été discrètement supprimé des archives de la Shoah. Rachel y alla. Elle s'assit au fond, en silence. Elle n'écoutait pas les mots, mais le ton. Les toux nerveuses. Les précautions dans le langage. L'inconfort quand quelqu'un réalisait qu'elle était dans la pièce. En sortant,
Une voisine l'arrêta. On ne savait pas que c'était si grave. On sentait juste que quelque chose clochait. Qu'est-ce qui clochait? Demanda Rachel. Elle hésita. Je suppose que je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi préparé. Je ne pensais pas en avoir besoin. Cette nuit-là, Rachel posta une seule phrase sur ses réseaux sociaux. La politesse ne vous sauvera pas. Mais la préparation, peut-être. Le message devint viral. Parce que les gens ne faisaient plus que regarder. Ils commençaient à comprendre. Et peut-être, juste peut-être, il était temps de briser le cycle.